Mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui, mercredi 19 octobre 2022, il est 10h30 et on est ensemble pour 1h jusqu'à 11h30 et vous pouvez même participer à l'émission en nous appelant. Je vous donne le numéro de téléphone tout de suite, le 021 23 98 91 021 23 98 91. Vous pouvez nous appeler, partager avec nous vos expériences, témoigner, poser des questions. On est là pour y répondre, Inch'Allah. Et juste avant de commencer l'émission et de vous donner le thème du jour, je voulais justement faire un appel à Madame Karima qui nous a appelé hier. S'il vous plaît, si c'est possible, appelez-nous et laissez-nous vos coordonnées, s'il vous plaît. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous avons fait une émission spéciale Octobre Rose. Nous avons parlé du cancer du sein et Madame Karima nous a appelé pour témoigner de sa situation. Votre situation nous touche beaucoup, tout le monde s'inquiète beaucoup pour vous et nos invités aussi se sont inquiétés pour vous et surtout Madame Lila Boulgroun qui est sage-femme et présidente de l'association des sages-femmes algériennes. Elle demande à avoir vos coordonnées, s'il vous plaît. Si vous êtes en train de nous regarder, appelez-nous au 021 23 98 91 et laissez-nous vos coordonnées, qu'on puisse vous mettre en contact pour aller mieux, Inch'Allah. Voilà, c'était le message que je voulais qu'on devait passer aujourd'hui. Le thème du jour, c'est l'alimentation, un enjeu de taille. Et oui, l'alimentation. Dès qu'on a un bébé, on pense directement à son alimentation. Allaiter, pas allaiter, biberon, les laits végétaux, plutôt dire les boissons végétales. Ce qu'on dit laits végétaux, c'était à la mode et tout ça, mais quel est le danger? La diversification, qu'est-ce qu'on doit donner à notre enfant? Sa croissance qui est très importante. À quel moment s'inquiéter quand on voit que la courbe de croissance ne suit pas forcément? Toutes ces questions, on va y répondre aujourd'hui avec nos spécialistes sur le plateau et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir sur le plateau Dr Sabrina Weliken. Vous êtes chirurgien infantile. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. À vos côtés, Dr Samira Hachi, vous êtes nutritionniste. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mounia. Merci. Et bien sûr, nos deux chroniqueuses de l'émission, Samira Hadj Amar, bonjour. Bonjour, Mounia, ça va? Ça va très bien. Et toi? On se retrouvera tout à l'heure. Tu es avec nous pendant le débat et tu vas participer, bien sûr. Pour ta rubrique? Oui, qui va parler d'épices aujourd'hui. Voilà, pêle-mêle. Oui. Et pour la rubrique Oui Cher avec Wahida Salim Sherif. Bonjour. Bonjour Mounia. Je pensais que tu avais oublié mon prénom. J'allais te dire qu'est-ce qui y arrive. C'est moi. Ça va Mounia? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va? Super. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, très bien. Donc on va parler de l'alimentation des enfants. C'est très important. Moi, le premier point, quand on a un bébé, la première alimentation, c'est le lait. On commence par ça directement et à mon avis il n'y a pas mieux que le lait maternel, c'est ce qui est recommandé, l'OMS le recommande et tout le monde le recommande, ça a toujours été comme ça. Il y a eu une période où on s'est plus dirigé vers les laits infantiles, tout préparé, biberon et ce genre de choses. C'est aussi la société qui l'a voulu avec les mamans qui reprennent le travail et tout ça. Ce n'est pas toujours évident. Le tire-lait, des fois on n'est pas suffisamment prête ou soutenu pour faire un allaitement parce qu'on le voit à la télé, ça paraît simple et ça paraît même idyllique, mais c'est plus compliqué que ça. Donc, mesdames, docteurs, l'allaitement est important. C'est la première source. Voilà. C'est l'aliment principal, on va dire, dans l'alimentation de bébé et de l'enfant. Donc, on préconise l'allaitement maternel. En fait, il est conseillé dès le début. Comme on dit, on nous l'a toujours appris. En arabe, on le dit halib al-um la mathila lahu. Donc, on a beau faire des compositions de lait infantile, mais le lait maternel, il y a des compositions qui n'existent pas qu'on ne peut pas reproduire dans les laits industriels, comme par exemple les anticorps. Exactement. Les anticorps et les antioxydants, etc. Et puis le lait maternel, il évolue avec l'enfant qui évolue. Oui. On en avait parlé l'année dernière dans l'émission où on avait reçu docteur, j'ai oublié son nom, c'était docteur... pardon, docteur Twimer, la spécialiste, qui nous avait dit que même le lait grandit avec l'enfant en quelque sorte, il s'adapte à ses besoins. Oui, il s'adapte déjà durant la journée, le lait change la composition. Oui. Et pendant la tétée aussi, le premier lait en fait qui sort de la glande mammaire, il est riche en eau et en sucre. C'est justement pour désaltérer le bébé qui a soif et qui a faim. Oui. Il y a faim, il est en hypoglycémie, on va dire entre guillemets. Donc, lait contient eau
et sucre. Et au fur et à mesure de la tétée, le lait va être constitué et va s'enrichir de lipides, de protéines aussi. Oui. En fait, c'est le lait gras, on va dire. Donc, il est très important de finir la tétée, de terminer donc, et de prolonger. C'est pour ça qu'on dit à la maman, il faut qu'elle soit patiente. Il faut une grande patience. C'est pas l'affaire de patience. 5 minutes. Oui, c'est non, quand non, l'enfant pas du n'en tout. veut plus qu'on le pose, on Exactement. peut le garder. Et il faut changer d'un Voilà. sein à un autre. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut. L'allaitement est très important. Pendant combien de temps, justement, l'allaitement, Dr Hachi ou Dr Alors, Ouliken? l'allaitement, c'est-à-dire exclusif, l'allaitement maternel jusqu'à 6 mois. Car à partir de 6 mois, il aura besoin d'autres éléments. Exactement, mais on se pose il y a pas mal de questions qu'on se pose justement. Ça fait partie de l'alimentation. L'allaitement, 6 mois exclusif, mais on nous dit l'idéal, c'est 6 mois exclusif, mais à côté on nous dit qu'on commence la diversification à 4 mois révolus. Oui. Donc est-ce qu'on commence ou on fait que l'allaitement? Les mamans se posent cette question, arrivée à 4 mois, on se dit mais je l'allaite, est-ce que je dois lui donner, est-ce que ça suffit? C'est pour ça qu'il faut consulter, il faut des consultations régulières pour justement pour surveiller la courbe de croissance qui dépendra du périmètre crânien, le tour de tête, de la taille de bébé et son poids. Donc c'est à partir de là qu'on va décider est-ce qu'on va diversifier ou pas. C'est en fonction de la croissance de bébé. En fonction de la croissance de bébé, déjà, il y a beaucoup de questions à poser à la maman. Si on voit qu'il y a un trouble, enfin une cassure de la courbe de croissance, c'est-à-dire quand la courbe n'est pas harmonieuse. Voilà, ça monte plus, ça s'arrête, ou bien au contraire, ça chute. Donc à ce moment-là, d'abord, avant de faire des explorations pour rechercher, par exemple, une raison quelconque, on va dire une maladie ou un trouble de croissance, on doit d'abord poser des questions à la maman. La façon dans laquelle elle allaite son bébé, la succion. Il y a des facteurs. En tant que chirurgien pédiatre, on a affaire à examiner la langue de l'enfant. Le frein de langue, qui peut être un obstacle à la bonne succion, on va dire. En fait, c'est la succion qui va attirer le lait et qui va augmenter la position quantité de lait. aussi est importante quand on ne sait pas positionner. Et puis c'est difficile les premiers temps. Il y a les crevasses, il y a les... Donc c'est un mécanisme qui se met à... L'état psychologique de la maman. Oui, l'état psychologique est très important parce que la quantité de lait, dans le... Dans l'alimentation en général, l'état psychologique et dans la croissance, je pense que l'état psychologique est très important. Les troubles psychoaffectifs peuvent engendrer des troubles de croissance aussi. Exactement. Voilà. Et si ça ne va pas aussi à la maison, s'il y a un divorce par exemple à la maison... En fait, c'est des paramètres, plusieurs paramètres rentrent dans le cadre de la croissance et des troubles de la croissance. Et à partir de quel moment on doit diversifier l'enfant. Voilà. Après, ce qui est miraculeux, c'est quand par exemple on a des jumelles. Je trouve ça magique. La quantité de lait s'adapte aussi tout à fait, voilà. aux deux bébés en fait qui arrivent en même temps. Exactement. Ça peut être même très fatigant pour la maman puisque ça dure quand même assez longtemps le moment de l'allaitement. Oui, ça peut jusqu'à 1 heure. Oui, ça peut aller jusqu'à 1 heure. La maman peut allaiter jusqu'à 1 heure un bébé. Donc c'est 2 heures de temps. Pas forcément 2 heures, ça dépend si on fait allaiter les deux bébés en même temps parce que c'est possible aussi de les faire allaiter en même temps. Oui, c'est possible. Voilà. Il faut juste savoir... Et tu sais de quoi tu parles, bien sûr. Oui. Après, c'est vrai. Et donc, voilà, puisqu'on parle de lait, le lait de vache, à un certain moment, il y a eu pas mal il a été décrié à un certain moment, le lait de vache, c'est pour les veaux, ça fait prendre beaucoup de kilos à un veau en un espace réduit, et du coup, c'est pas bon pour nous, les humains. Et puis, on s'est tourné vers les boissons végétales, j'appellerais pas ça, au début, on appelait ça des laits végétales, qui ne sont pas des laits, parce que c'est une boisson d'amande, Ça ne remplace pas le lait, ni le lait de la maman, ni le lait de vache. En fait, si on donne ces boissons végétales type, on va dire soi-disant le lait d'amande, mais c'est pas du lait, c'est juste que ça a l'aspect du lait à cause de sa couleur. Voilà. Ça ne remplacera en aucun cas, et c'est pas du tout nutritif pour un enfant, quel que soit son âge, que ce soit à l'âge quand il est nourrisson ou bien un peu plus âgé. Ça va provoquer des carences, quelle que soit l'origine, amande, soja, etc. Donc, l'idéal, en fait, c'est l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 1 mois, 6 mois. Mais l'idéal, c'est d'encourager la maman à donner toujours le sein, à allaiter jusqu'à l'âge de 2 ans.
Oui. Elle peut faire un allaitement mixte entre le lait maternel et le lait industriel. Mais au fait, en parlant du lait, de l'allaitement, etc., j'aimerais aussi aborder la diversification alimentaire. Justement, la diversification alimentaire, la nutrition, c'est justement l'alimentation, c'est plus le cœur du sujet aujourd'hui. Mais avant d'entamer ça, je vais vous proposer de regarder de suivre un reportage de notre journaliste Farida Belmeslim, justement, qui nous parle de croissance, d'alimentation, qui est parti à la rencontre du pédiatre Dr Houbi. On regarde ça tous ensemble et on revient. Voilà. Un enfant évolue naturellement et gagne en poids et en taille. Il est important de surveiller son évolution pour s'assurer qu'il se développe d'une manière harmonieuse. Quand on parle de croissance chez l'enfant, ça veut dire que c'est une partie du développement de l'enfant qui est la partie du développement staturo-pondéral. C'est-à-dire staturo, c'est la taille, et pondéral, c'est le poids. Quand on prend le poids et la taille, les paramètres, ces deux paramètres, et le périmètre crânien pour les petits nourrissons, quand on les prend, on prend ce chiffre-là, mais on n'a pas à le noter seulement sur le carnet de santé. Déjà, on est obligé de le noter sur un carnet de santé. Mais la chose la plus importante, c'est de mettre ces paramètres sur une courbe de poids et une courbe de taille et voir est-ce que l'enfant est en train de suivre un couloir qui est normal. Souvent, chez les parents, la croissance de l'enfant signifie devenir plus grand. Attention, car le suivi ne se résume pas en notant des chiffres, mais c'est plutôt l'observation de sa progression qui doit rentrer dans la courbe de référence. Depuis son enfance, je suis son poids et sa taille, et si elle parle bien, si elle a un retard. Oui, surtout parce que ça, c'est le côté psychologique. Si elle parle, si elle a un retard, quoi que ce soit, normalement, qu'elle va bien. Elle a une taille, alhamdoulilah, elle a 4 ans et demi, son poids est idéal, elle a bien parlé, le moment, même la dentition, etc., tout est bien. Tous les enfants de 6 ans n'ont pas la même taille, ils n'ont pas le même poids. Mais on peut avoir un grand nombre d'enfants de 6 ans qui ont des poids différents et des tailles différentes, et tout le monde est dans le bon couloir. Parce que dans le couloir, si vous remarquez sur les courbes de poids qu'on voit sur les carnets de santé, il y a ce qu'on appelle une fourchette. C'est-à-dire dire que l'enfant de 6 ans, son poids doit être entre et entre. Ils n'ont pas tous le même poids, donc entre et entre, ça sera dans le couloir des normes, dans les moyens de déviation standard, ce qu'on appelle les déviations standards. Et l'important dans ce développement staturo-pondéral, c'est que la courbe reste régulière, c'est-à-dire il y a une montée de courbe qui est régulière, qui ne sort pas de ce couloir. Et on dit qu'il y a un problème qu'on doit explorer lorsque cette courbe sort de son couloir, c'est-à-dire l'enfant il sort de son couloir normal, ce qu'on appelle une cassure de la courbe du poids quand il y a une baisse du poids, ou alors un excès lorsque l'enfant va vers l'obésité. Pour une meilleure croissance et un développement optimal, beaucoup d'éléments sont indispensables. Les besoins de l'enfant sont variés en fonction de son propre rythme, de son activité et de son hygiène alimentaire. Alors, vous préparez la boîte à goûter pour votre fille. Qu'est-ce qu'elle contient ? Elles contiennent des biscottes tartinés au chocolat et du lait chocolaté avec une petite pomme et une bouteille d'eau. D'accord. Le lait chocolaté, vous l'achetez du commerce ? Oui. Il dépend de l'alimentation, il dépend de la vie familiale, il dépend du sport, d'hygiène de vie. Donc il y a plusieurs éléments qui interviennent. Une bonne croissance pour l'enfant, il y a le côté alimentaire, il s'alimente bien. Il y a l'autre partie de l'hygiène de vie qui est son sommeil, ses activités sportives, ses loisirs. Et il y a aussi une partie très importante qui est le développement cognitif de cet enfant. L'enfant est un être en développement constant et ses étapes de croissance sont très visibles physiquement. Retenez que la croissance est un processus complexe et qu'il ne s'agit pas uniquement de prendre des centimètres en plus. Le côté psychologique où l'enfant va se reconnaître dans son environnement et acquérir un mécanisme de raisonnement sont des points à ne pas négliger. Vous savez qu'un enfant, il y a des enfants qui font des pertes en poids, pertes pondérales. Et quand on explore sur le plan organique, il n'y a rien. Et puis quand on va
plus profondément dans sa vie familiale, cet enfant, on trouve qu'il a eu un choc affectif. Ça va créer en lui un petit complexe. Et ce complexe-là ne va pas lui permettre de se développer sur le plan psycho-affectif normalement. Et ça va où après? Ça va généralement vers l'échec scolaire. Oui. Donc, et l'échec scolaire va entraîner un échec social, le plus souvent. Donc, c'est un enfant qui a grandi avec ce complexe, avec ce trouble affectif. Vous l'aurez compris, se soucier de la santé de votre enfant, c'est prendre en considération son évolution, tant sur le plan physique que sur le plan psychique. Voilà, le plan physique et le plan psychique aussi, c'est très important aussi, mais quand ça ne va pas moralement, déjà, même pour les adultes, déjà, quand on n'est pas bien moralement, soit on ne mange pas, soit on se goinfre, soit on se rassure avec du sucre. Il y a des troubles alimentaires. D'ailleurs, quand on surveille un enfant, quand il vient en consultation, on surveille le poids, bien sûr, la taille. Donc on dit est-ce qu'il est bien développé sur le plan staturo-pondéral, mais on surveille aussi l'état psychomoteur. Donc on dit un bon ou un mauvais développement psychomoteur en fonction de l'état de l'enfant, comme notre confrère Monsieur Hobby. Moi j'ai vu des bébés tout petits, déjà ils veulent... L'obésité chez l'enfant, ça commence très justement, parce que quand ils sont bébés, ils sont bien potelés, on se dit « Oh, il est mignon, il est bien potelé », mais à quel moment on sait que cet enfant qui est bien potelé a une prédisposition à devenir obèse ou pas, en surpoids. Il y a aussi l'indice de masse corporelle qu'on doit calculer en fonction de la taille et du poids. Il faut savoir qu'avant 1 an, l'enfant est normalement dodu avec des plis, des boudins, etc. Dès qu'il acquiert la marche, dès qu'il commence à marcher, c'est-à-dire il commence à brûler plus qu'il était bébé, l'adiposité, on appelle ça le rebond d'adiposité, enfin l'adiposité, c'est-à-dire le tissu graisseux commence à diminuer. Et avant l'âge de 6 ans, normalement il va diminuer. Le rebond d'adiposité commencera à partir de l'âge de 6 ans. Si ça commence, c'est-à-dire avant, s'il commence à reprendre, c'est un signe déjà de risque d'obésité. Voilà. Il y a plusieurs types d'obésité en même temps, il faut explorer. Parce qu'il y a l'obésité d'ordre endocrinien, héréditaire, il y en a plein. Donc il faut vraiment faire une exploration très poussée pour savoir pourquoi il commence à prendre du poids, ou plutôt à prendre de la graisse surtout, à un âge très précoce. Et surtout, il faut corriger la fausse idée reçue, surtout chez les femmes, on va dire, et chez les vieilles, qu'un enfant avant l'âge de 6 ans, il ne doit pas être gros ni dodu. Ce n'est pas normal. Il ne doit pas être potelé. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas s'inquiéter si on voit que notre enfant s'affine de plus en plus. Exactement. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et en fait, nous avons remarqué, de toute façon même il y a des études là-dessus, que les enfants qui ont été soumis à un allaitement maternel exclusif, ils ne prennent pas du poids, ils ne grossissent pas, ils ne sont pas obèses. Par contre, inversement, les enfants qui ont été allaités au biberon pendant 2 ans, ou je ne sais pas, peut-être plus, ils prennent du poids et ils sont toujours plus gras, on va dire, que les autres. D'accord. Et le problème là-dessus, c'est qu'avec l'âge, en prenant de l'âge, après l'enfant il est scolarisé, etc., donc à l'école, ça commence avec les moqueries, les remarques. C'est un enfant qui va grandir avec des troubles psychologiques, avec des traumatismes, des complexes qui vont purement modifier ses conduites alimentaires. Donc c'est ce qui va créer plus tard un trouble du comportement alimentaire qui va se traduire plus tard par une obésité, une hyperphagie, une bulimie à l'âge de l'adolescence. Une anorexie aussi. Ou même l'anorexie, oui, bien sûr. L'anorexie mentale ou physique, ça dépend. Donc vraiment, il y a un gros travail à faire là-dessus. Il faut consulter. D'accord. C'est très important. Et justement, à un certain âge, d'habitude, en général, c'est à l'âge de 2 ans, on a ce qu'on appelle attendez, je retrouve le mot, la néophobie alimentaire. Je pense que beaucoup c'est le refus alimentaire. Si on veut simplifier le mot pour les téléspectateurs, c'est le refus. C'est quand l'enfant refuse de manger. Nous dit n'aime pas manger, n'aime plus manger. Il refuse de manger, surtout les légumes. Exactement. Oui. Avant, pendant la diversification, il découvrait, il mangeait et tout ça, mais à partir de l'âge de 2 ans, je veux plus les morceaux, ou je veux plus cette couleur, ou je ne veux que des fruits, ou je ne veux que des... Il ne faut pas oublier, Monia,
qu'avant l'âge d'une année, c'est une alimentation plus ou moins mixte, mixée plutôt. Oui. Voilà. Mais après, quand on passe, on modifie la texture, donc l'enfant avec la dentition, etc., donc il commence à refuser, c'est une nouvelle texture pour lui. Mais c'est des étapes aussi, il faut respecter les étapes. Quand on commence, c'est bien mixé, ensuite c'est mouliné, on va dire, avec des grumeaux, ensuite c'est des petits morceaux à partir de exactement, exactement. On peut lui proposer. Mais avant de passer à cette étape, j'aimerais parler de la diversification parce qu'il y a beaucoup de mamans qui ratent ou qui font beaucoup de bêtises, je vais dire, au moment de la diversification. Alors, le premier point important dont je voudrais parler, c'est l'introduction du gluten, donc tout ce qui est céréales ou à base de céréales. Donc, le gluten, il doit être introduit entre l'âge, pas avant l'âge de 4 mois, pas après l'âge de 7 mois, parce que ça risque, après l'enfant, il risque de développer des allergies, intolérance au gluten ou carrément la maladie cœliaque s'il y a une prédisposition. D'accord? Donc c'est très important. Moi j'ai vu certaines mamans qui ont introduit le gluten, ça veut dire une source de céréales, après l'âge de 7 mois. C'est une erreur. Donc les farines qui contiennent du gluten, à base de blé ou autre, on les introduit entre l'âge de 4 et 6 mois. Pas au-delà de 7 mois, pas après. Autre chose, un point très important, c'est l'introduction du sel. Donc, un enfant âgé de moins c'était une question, les exhausteurs de goût, sel et sucre. Pas de sel, carrément, c'est sans sel. Pourquoi? Parce que l'appareil rénal d'un enfant, enfin d'un nourrisson, on va dire, il n'est pas encore mature pour filtrer le sel. Donc, il ne faut pas du tout donner du sel. Donc, c'est une alimentation sans sel. Déjà les légumes, au moment de la diversification, les légumes contiennent déjà du sel. Voilà. Donc, ce n'est pas, exactement, ce n'est pas nécessaire d'en rajouter. Autre point, encore très 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 important, c'est le rajout du sucre au moment de la diversification et même après l'âge d'un an. Et puis l'astuce de frotter les gencives avec du sucre. Non, jamais au moment de la dentition. Il ne faut jamais frotter la gencive avec un morceau de sucre. C'est des traditions qui ont fait des catastrophes quand même. Donc l'erreur majeure que la majorité des mamans face, c'est l'introduction du sucre. Ça veut dire, s'il refuse de manger, on va dire, une purée de légumes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rajoute un petit peu de sucre. Donc, elle va habituer son palais, le palais de l'enfant, d'accord, au goût sucré. C'est ce qui va après favoriser la néophobie ou le refus alimentaire. Donc, pas de sucre. L'enfant, il ne doit absolument pas manger du sucre, à part bien sûr les fruits. Je ne parle pas du sucre naturel. Le sucre naturel, ça c'est primordial. Mais à part ça... Jusqu'à l'âge de Le plus tard possible. Le plus tard possible. On n'a pas besoin de consommer du sucre industriel. Même à, on va dire, à 3-4 ans, on ne donne pas de sucre dans le lait, pas de bonbons et tout ça. Pas de souci. Pas de souci. Donc, on donne seulement des fruits. Et autre chose... Et le miel? Justement, j'allais parler du miel. Alors, le miel, il faut faire très attention parce qu'il y a le risque de botulisme s'il est introduit trop tôt. Donc, généralement, on dit après l'âge d'1 année. Mais si on peut aller à 2 ans, c'est encore mieux pour vraiment éviter le risque de botulisme. Parce que, généralement, on dit, le miel, c'est bon pour la santé. La tétine, elle met du miel sur la tétine. Exactement. Donc, non, pas du tout. Pas avant 1 an. Donc, là, j'ai parlé d'abord à propos du sel, du sucre, du miel. Du sucre, le gluten et tout. Après, on ignore toujours les aliments qui contiennent des allergènes, qui peuvent favoriser un terrain allergique. Par exemple, les œufs. Moi je me rappelle la diversification avec mes filles, je raconte un petit peu ma vie, vous avez l'habitude, dans ma famille, ma vie, voilà. Donc quand on m'avait conseillé une fois commencé les œufs, il ne fallait pas arrêter complètement les œufs parce qu'elles pouvaient développer une allergie aux œufs, donc il fallait quand même de temps en temps continuer à donner des œufs. Il ne faut pas donner un aliment et puis l'oublier, le redonner 2 mois après, parce qu'on peut... Est-ce que c'est vrai? Bon, si on est allergique, on est allergique à vie. Mais on peut avoir une allergie par rapport à ça? On peut avoir l'allergie aux œufs, bien sûr. Mais au moment de la diversification, on introduit le jaune et le blanc. Donc, c'était une fausse idée reçue de donner que du blanc ou bien que du jaune. Donc, les deux en même temps. S'il n'y a pas une réaction allergique dès le départ, tant mieux, on va continuer. Mais sinon, s'il y a une réaction, il faut arrêter définitivement. D'accord. Les œufs, bien sûr, les œufs, pas le poulet après, parce que les œufs, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et les protéines, alors les viandes, le poisson.
les viandes rouges, les viandes blanches. Il faut les introduire quand on commence au moment de la diversification, on va commencer avec 10 grammes, ensuite 20 grammes, 30 grammes. Et une cuillère à soupe à peu près, c'est même pas ça? Bon, même pas. Voilà. C'est 2 cuillères à café, mais ça doit être mixé, bien cuit. Il faut veiller surtout sur la cuisson. La cuisson, on insiste là-dessus. Et on ne rajoute pas des épices, surtout pas. C'est ma rubrique. Donc, on parlera des épices et des astuces avec des épices et on en parlera tout à l'heure. Non, il y a quand même quelques astuces. Parce qu'en fait, il y a des mamans qui, moi j'ai vu des cas, il y a des mamans qui donnent à leurs enfants âgés moins de 1 année ou quelques mois, ils donnent la même chose à ce qu'ils mangent à table. La même chose qu'aux adultes, avec du poivre noir. Voilà, exactement, du gingembre, etc. Non. Donc, même l'appareil digestif, le côlon de l'enfant, il n'est pas encore assez mature. Il est supporter, il est encore fragile. Donc, ce n'est pas normal de rajouter des épices. C'est horrible. Je suis désolée. Mais il y a des épices. Non, mais il y a certaines choses. Bon, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Par exemple. On en parlera tout à l'heure. Ah, d'accord. Oui, justement, on a abordé le sujet des tisanes. Oui. Après, on reviendra pour les épices. On va d'accord. Oui, parce qu'il y a des astuces par rapport à ça. Et puis, on va parler de l'alimentation, mais jusqu'à ce que. Pas que des bébés. Là, on parle aussi des enfants. Là, on a commencé par le début. Oui, le lait, la diversification. Parce que pour les bébés, il y a des catastrophes qui sont en train de se faire. Quand par exemple les tisanes, un bébé âgé de 2 mois, on lui donne des tisanes, c'est pas normal. Donc pas de tisane. Du tout, aucune. Aucune tisane. Même c'est strictement interdit. Les grains de fenouil. Même pas. Parce qu'en fait, il y a des huiles essentielles, il y a des huiles essentielles dans les plantes. Surtout pas la badiane, j'avais fait des recherches par rapport à ça, parce qu'on m'avait dit de donner de la badiane parce que ça a aidé l'enfant à dormir. Digérer aussi, la digestion. Alors qu'il faut l'éviter avant, je ne sais pas quel âge. Avant 6 mois, pas de tisane, carrément. Et d'ailleurs, même à 6 mois, j'ai dit 6 ans, pardon. 6 mois, avant l'âge de 6 mois, pas de tisane, pas de thé, pas de café. Thé, café, je suis désolée. Il y en a certains parents qui donnent, ils viennent tester. Oui, mais pas pour les bébés. Ils font goûter. Oui, il ne faut pas faire goûter. Pour voir la grimace, par curiosité, pour voir la grimace. Je préfère faire ça avec le citron. Du citron, oui, c'est marrant. Oui, mais après, les bébés ne sont pas des cobayes. Non, pour la grimace du citron, ça fait le buzz à un certain moment. Au moment de la diversification, quand j'étais en train de donner certains fruits, certains légumes et tout ça, justement, j'avais essayé de leur donner du citron, des tranches de citron comme ça et de voir la grimace. Et finalement, c'était pas une grimace, elles ont adoré. Mais jusqu'à 13 ans, elles adorent le citron. Question. Oui. Légumes ou fruits? Par quoi on commence? Parce qu'on nous dit qu'il faut toujours commencer par les légumes parce que... Non, c'est une fausse idée reçue. D'accord. On peut commencer avec des légumes comme on peut commencer avec des fruits. En même temps. En même temps, oui. D'accord. Et à des intervalles. Même pour les protéines, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Même avec les œufs, les poissons, etc. Oui. Donc le moment idéal pour la diversification, le max c'est 6 mois, mais on peut commencer déjà avec 4 mois révolus. 4 mois révolus. Exactement. Et concernant l'eau, la prise d'eau. Donc, bien sûr. Sachez qu'un bébé âgé de moins de 6 mois, il n'a pas besoin et un bébé à l'été aussi, oui. Même les biberons, c'est de l'eau. Même les biberons, oui. Donc, il y a de l'eau. S'il est allaité avec du biberon, donc il y a de l'eau là. Exactement. Après, s'il est allaité avec du lait maternel, il y a de l'eau parce que la première tétée, sa fonction c'est d'hydrater l'enfant. Après, il faut continuer à allaiter le bébé parce que le lait qui suit, qui est gras. Voilà, on va dire c'est comme une entrée, un plat, un dessert. Donc exactement. Le lait, ça passe comme ça, par de réhydrater d'abord l'enfant et ensuite par le sucre. Et puis après, voilà. Après pourquoi il y a certaines mamans qui se plaignent souvent, ils disent que mon bébé il a toujours faim. On a aussi la famille aussi autour qui nous dit ton enfant mange chichba, il prend pas de poids et ce genre de choses. Pourquoi justement? Parce que pendant l'allaitement, elle change de sein. Voilà. Et c'est la même chose. Exactement. Donc le bébé quand il commence à téter, il tète d'abord du lait qui est très hydraté, on va dire. D'accord. Il n'est pas gras, il n'est pas très nutritif, il n'est pas très riche. Donc le deuxième, le lait qui suit, le lait gras, il est un peu, on va dire, lourd. Oui, épais. Il est trop épais, donc même pour le bébé, il va faire un effort pour sucer. Oui. D'accord? Donc, il y a la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change de sein.
Donc, le deuxième sein, il va encore s'hydrater. Commencer par s'hydrater d'abord et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas assez. Il a toujours. On y reviendra dans une émission spéciale sur l'allaitement, mais on va rester. Et il ne prendra pas de poids. Et à ce moment-là, souvent on l'entend autour de nous. Il est trop maigre. Ah, ton bébé est trop maigre. Zidez-le en vibrant. Mais le conseil crucial des vieilles, elles vont lui dire au fait, ton alimentation, tu dois prendre plus de sucre, plus de gras, plus de tomena et de mchoucha pour avoir une bonne montée de lait. Ça, c'est faux. Pardon? Sardines. Les sardines, on dit qu'il faut manger, il faut donner. Oui, c'est pour elle, pour les. Non, je parle de la maman. Pour l'allaitement. Parce que même la qualité du lait maternel, elle dépend de l'alimentation de la maman. Il ne faut pas oublier ça. Donc l'alimentation du bébé passe aussi par l'alimentation de la maman. Exactement. Donc elle aussi, elle doit bien manger, qualité, pas quantité, qualité, pour assurer une bonne alimentation, un bon lait de meilleure qualité pour l'enfant. D'accord, très bien. Donc on a parlé lait, diversification. On va revenir sur le fait que les enfants n'aiment pas manger des légumes, surtout à un certain âge, c'est l'âge de l'opposition, c'est l'âge de 2 ans, le terrible two, comme on l'appelle, le moment où ils commencent à dire non pour tout. Tu veux jouer? Non. Tu veux machin? Non, 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 non. Tu veux des carottes? Non. Tu veux des frites? Oui. Et à ce moment-là, les parents sont démunis. On ne sait plus quoi faire exactement. Est-ce qu'on va obliger l'enfant et attendre qu'il mange? Est-ce qu'on va proposer autre chose? Ou est-ce qu'on va, par exemple, le priver de dessert? On dit, si tu ne manges pas ton assiette, tu n'auras pas ton dessert. Non, il ne faut pas utiliser les mains. Justement, c'est ça. Les parents sont souvent démunis face à ça et ne savent pas quoi faire. On attend vos conseils. En fait, les parents, ce n'est pas qu'ils sont démunis. L'erreur, c'est que les parents, ils cèdent aux caprices des enfants. Donc, si un enfant, il refuse de manger, par exemple, on va dire une purée de carottes, on va dire, voilà, ils ne doivent pas céder. Qu'est-ce qu'on fait? Ils doivent pas substituer avec autre chose, parce que ça rentre un petit peu dans la manipulation. Les enfants sont tous des manipulateurs. Ça, on est bien d'accord. Lui donner le choix, par exemple. Alors, je vais vous arrêter une minute. On a un coup de téléphone. On a Sabrine qui est avec nous. Bonjour, Sabrine. Bonjour à vous tous. Merci. Alors ça va, vous allez bien? Ça va, merci. Je tiens à vous remercier pour votre émission qu'on adore. Merci. On vous suit tous les jours depuis Paris. Ah bah super, merci beaucoup. Un grand salut à vous à Paris, à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde, à notre communauté algérienne qui est un petit peu partout dans le monde. Alors, vous voulez poser une question ou vous voulez témoigner? Alors, en fait, je voudrais témoigner. Alors voilà, mon fils, aujourd'hui, il a 5 ans. Et en fait, jusqu'à ses 6 mois, il mangeait, depuis ses 6 mois, il mangeait les soupes, les compotes, le plus normalement du monde, jusqu'à ses 2 ans. À partir de 2 ans, il refuse la nourriture et il mange que ce qui est blanc, donc les pâtes blanches ou du poulet blanc ou le blanc d'œuf. Mais il a arrêté, il mange plus de légumes. Alors on le dope en vitamines, on essaye de changer ça par des vitamines. Et voilà, donc c'est une expérience que je vis au quotidien et c'est vrai que pour les parents, c'est pas facile tous les jours de savoir que son enfant ne mange pas comme les autres enfants. Ça nous inquiète, c'est normal, c'est clair. On a peur pour notre enfant, on a peur qu'il soit en dénutrition, on a peur qu'il n'ait pas tous les apports qu'il faut pour lui, c'est ça. Voilà, donc pour nous, c'est un combat tous les jours, on essaye et tous les jours, on baisse pas les bras, tous les jours, on lui propose un nouvel aliment. Bon, aujourd'hui, il a 5 ans, il mange toujours pas. Mais bon, j'ai vu des médecins, des spécialistes qui me disent ne vous inquiétez pas, un enfant ne se laisse jamais mourir, de toute façon, de faim. Et il finira un jour par avoir le déclic et manger comme les autres. Très bien, merci Sabrine pour votre témoignage. On va voir avec nos spécialistes et on va essayer de trouver une réponse. Alors, des substituts, donc des compléments alimentaires, est-ce que c'est bon de prendre des compléments alimentaires? Vitamines, voilà. C'est plus des vitamines qu'elle donne à son enfant. Il faut être sûr qu'il y a une carence parce que la meilleure substitution, c'est l'alimentation, en fait. Voilà. Donc, je rejoins Dr Rachid. Oui. Il faut trouver des astuces, il faut être ludique avec l'alimentation, je pense. Aujourd'hui, je témoigne aujourd'hui. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je dis tiens, parce que je souffre à la maison. Oui. Elles ont quel âge? 4 ans et demi. 4 ans et demi. J'ai essayé l'astuce de cuisiner avec maman. Donc, elle coupe avec moi les légumes, elles épluchent et tout ça. Ça marche une fois, ça marche 2 fois, mais ça marche plus ensuite. Et même si elles sont jumelles, elles sont complètement différentes. Une qui mange certaines choses et une qui mange d'autres choses. Une qui accepte les fruits, tous les fruits, et l'autre qui n'accepte qu'un seul fruit. Et c'est vrai par rapport à la sélection de tout ce qui est blanc, mes filles maintenant elles se mettent à manger que le blanc d'œuf, pas le jaune d'œuf. J'ai essayé les astuces de décorer l'assiette.
J'ai essayé l'astuce de cuisiner avec elle, que ce soit par exemple elle qui cuisine en mettant dans la marmite et en venant surveiller avec moi et tout ça. Et quand elles refusent catégoriquement, je leur dis ici c'est pas un restaurant, le menu c'est pas à la carte, c'est ça ce qu'on va manger aujourd'hui ou rien. Oui, il faut pas céder. Et quand notre enfant nous dit j'ai pas faim, je ne mange pas, on donne le dessert et on va se coucher? Non, pas le dessert. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut le laisser parce que après quand il aura vraiment faim, il va lui-même, il va céder. Il va manger ce que vous allez proposer. Alors, l'enfant ne se met il ne laissera jamais mourir de faim. Exactement, il ne faut pas avoir peur. Il aura faim et il va finir par céder, il va finir par manger ce que vous allez lui proposer. Parce qu'il ne faut pas oublier, excusez-moi, il ne faut pas oublier que le palais gustatif chez l'enfant, il est un petit peu plus développé que chez l'adulte. Donc, ils vont sentir les saveurs et les goûts un petit peu, on va dire, plus intenses que nous. D'accord. Donc voilà. Je voulais savoir, c'est quoi le rapport avec les couleurs? C'est quoi en fait, c'est pour motiver, pour stimuler. Hein. C'est pour motiver et stimuler. Peut-être parce que c'est fade aussi. Par exemple, les épinards, la courgette, plus ou moins la carotte qui est sucrée. Puis, je veux revenir vers nous les adultes. Je pense que le comportement alimentaire va changer. On n'aimait pas certains plats qu'on adore maintenant. Donc, ça ne change pas toujours. Après, je me dis que peut-être... Il y a des adultes qui ont gardé... Peut-être que oui. Il y a des adultes qui ont gardé les mêmes habitudes. Et qu'il faut être patient. Mais je peux vous dire qu'il y a des adultes qui ont gardé les mêmes habitudes. Et souvent, c'est la maman qui dit, voilà, quand il était petit, il n'aimait pas, il aimait tout ce qui était pâtes et tout ça. Comme disait Sabrine, justement, il faut répondre aussi à sa question. Son enfant ne veut que du blanc, que des pâtes, du riz, du blanc et tout ça, la sélection par rapport à ça. Il a 5 ans, donc à quel moment s'inquiéter, que faire? Mais du moment qu'il a trouvé le choix, c'est normal qu'il va continuer le même schéma. Et est-ce qu'il va... Il ne faut pas donner de choix, c'est ça. Carrément, il faut être catégorique. Il faut manger des légumes. On mange ce qu'il y a. On mange ce qu'il y a. On ne mange pas autre chose. Donc déjà, il faut supprimer tous les sucreries. Hein. Donc chocolat, les tartines, les machins, tout ça à bannir. Les chips, exactement. On voit des petits enfants dans la rue avec ça, c'est aberrant. Ça, c'est aberrant. Déjà, le sucre, justement, il a un effet coupe-faim. Donc après, il n'aura pas envie de manger. D'accord. Donc non. Il coupe la faim. Je pense même en faisant des courses, il faut faire très attention parce qu'il va se dire tiens, j'ai vu des pâtes au placard, j'ai pas mangé, il va être obligé de me les préparer. On sait que les pâtes ça se prépare rapidement. Du coup, les mamans elles cèdent et elles vont se dire allez, ça me prend 2 minutes, on va aller le chouer à les pâtes et il va manger. Je pense qu'il faudra arrêter aussi de faire un stock visible aux enfants. Et il faut pas emmener aussi les enfants au supérette pour voir tous les emballages et les couleurs. Personnellement, on les emmène, mais on ne prend pas de pâte à tartiner, on ne prend pas de bonbons, on ne prend pas ce genre de choses. On est cadré. Parce qu'elles n'ont pas été initiées au goût des pâtes à tartiner. Jamais de sucre, jamais de bonbons, jamais. Jusqu'à présent, c'est demi-sel. Donc, j'écoute beaucoup les conseils justement des spécialistes et tout ça, et c'est pour ça que je réagis beaucoup par rapport à ce thème, parce que je me sens vraiment concernée. Je pense que toutes les mamans qui nous regardent se sentent aussi concernées. Donc les conseils de ne pas donner de bonbons, de ne pas donner... Bon, c'est exceptionnel. Quand il y a une fête à la crèche, je ne peux pas leur dire à la crèche... On ne peut pas contrôler tout ça, c'est clair. Mais c'est vraiment occasionnel, un bonbon une fois par mois. Il faudrait que ça soit occasionnel. Voilà. Mais sinon, à la maison, on n'a pas beaucoup de produits ultra transformés et tout ça. Heureusement. Et on fait attention à tout ça. Et justement, on est ici pour sensibiliser et prévenir. Je pense qu'on va passer à la rubrique de Wahida pour revenir sur le goûter. Et on en parlera encore un petit peu plus pour ne pas empiéter un peu sur les rubriques. Donc, ce sera la rubrique de Wahida. Oui, chef. Pour partager, tu vas partager avec nous quoi aujourd'hui, le goûter? Oui, on va parler du goûter. Justement, avant de venir, je me disais qu'est-ce que je pourrais apporter de plus avec des professionnels. Jingle. Oui. D'abord. J'aurais dit. Oui, le goûter d'abord. Oui, le goûter. La prochaine fois, je vais faire l'effort de vous préparer une lunchbox, une goûter box. Voilà. Donc, en fait, justement, en arrivant ici, j'ai dit, tiens, on va avoir des professionnels. Quel thème je vais aborder? Qu'est-ce que je pourrais apporter de plus? J'ai dit, parlons de goûter. Est-ce que je vais venir proposer à nos téléspectatrices, parce que voilà, on est plus concernés par ça, des recettes de goûter, des idées? Mais non, parce qu'il y a tout sur Internet en ce moment. Et je ne pourrais pas exiger un aliment pour des parents, parce que je ne connais pas la situation des enfants. Du coup, j'ai dit, allez, on va aller dans les conseils, on va rester dans le principe un peu de l'émission, on va donner des conseils face à tout ce qu'on est en train de remarquer dans les grandes surfaces avec toutes les tentations.
Aujourd'hui, je vais donner des petits conseils aux mamans. Donc, on va commencer par le premier conseil qui est changer dans la mesure du possible les aliments ultra transformés pour des aliments plus frais et plus maison. Donc, si je dois préparer un goûter, arrêtons d'acheter à 10 h du matin des chips parce qu'on les voit, les mamans, rentrer dans les grandes surfaces ou des supérettes, acheter des chips, des jus ou des bonbons tout simplement. Elles les mettent dans des box. C'est vrai qu'elles font l'effort, elles achètent les nouvelles box tendance et tout avec les dessins animés, les personnages animés, mais elles mettent des trucs dedans qu'elles achètent. Et le deuxième conseil que je peux donner aux parents qui nous regardent, de façon graduelle, changer la bouteille de jus. Donc, normalement riche en sucre, colorants et autres additifs. On peut utiliser de l'eau de fruits. C'est les recettes qu'on est en train de voir. Juste une petite remarque là-dessus. Alors, en utilisant l'eau de fruits ou le jus de fruits? Le jus de fruits ou bien l'eau de fruits. Je vais vous dire pourquoi le jus de fruits. J'ai discuté avec les mamans, elles me disent « Oui, mais mon enfant, il n'aime pas quand je presse le fruit et tout, il préfère le manger tel qu'il est. » Et puis, je pense qu'un fruit, c'est mieux. Il faut le manger, il ne faut pas prendre le jus de fruits parce qu'un jus de fruits qui n'est pas mixé, ça veut dire on va juste extraire. On va seulement extraire l'eau et le sucre. Oui. Mais le plus important, la partie la plus importante des micronutriments, là on trouve des fibres, des micronutriments comme des vitamines et des minéraux et tout ça, c'est dans la pulpe. Dans la pulpe, d'accord. Voilà. Donc pas de jus. Que ce soit industriel ou maison, pas de jus. Oui. Carrément. Oui, justement, je conseille aux mamans de préparer des jus à la maison avec des fruits. Oui, mais ça doit être mixé. Si vous dites, la pulpe, avec la pulpe. Oui, la pulpe. Il y a des enfants qui n'aiment pas justement les jus et la pulpe. Justement, quand ils voient, ils se disent « Ah non, je ne veux pas manger. » Non, mais les enfants n'aiment pas la pulpe en général. Oui. C'est pour ça qu'il faut mieux leur donner le fruit. Mixer, pas le jus, c'est-à-dire au blender pour faire des smoothies. Voilà, des smoothies, c'est un peu plus... L'eau aromatisée, c'est pas bon? Oui, si. L'eau aromatisée, c'est autre chose. Maison, voilà. L'eau aromatisée, ça passe. Parce que là, on ne va pas seulement extraire du sucre, d'accord? Mais ça reste aromatisé, ça veut dire que le fruit va seulement libérer l'arôme, ces arômes, comme par exemple des fraises ou autres. Voilà. On va les aromatiser pour inciter à encore boire beaucoup d'eau. C'est ça. Oui. Voilà. Alors, le deuxième conseil aussi, c'est qu'il faut toujours ajouter un fruit frais ou bien un légume. Tout simplement, on a des carottes, des petites tomates, des concombres qu'on peut couper en rondelles, qui sont des aliments plus riches en vitamines, minéraux et fibres et augmentent la sensation de satiété. Donc on a tendance à mettre des chips ou mettre des gâteaux qu'on achète un peu à droite et à gauche. C'est mauvais. En fait, désolée, je vais t'interrompre. Une petite astuce. Oui. Au lieu de donner des chips industriels ou faits maison, ça reste frit quand même. Oui, c'est de la Pourquoi friture. ne pas proposer en coupe la pomme ou de fruits. Comment on va dire en fil lamelle et on cuit ça sur papier cuisson au four. C'est croustillant. Exactement. C'est comme des fibres. Avec des fruits, avec de la pomme, de la banane. Oui, mais c'est beaucoup plus la poire parce que quand elle est déshydratée au four, ça fait des chips. Voilà, effet des chips, et c'est sucré et c'est plus sain. Oui. Et alors, ce qu'il faut rappeler, vous allez le rappeler, vous, les professionnels, aux parents, c'est que quand les enfants consomment des aliments très riches en sucre, donc en sucre ajouté, ils ont tendance à manger moins. Oui, parce que ça coupe la faim. Ça coupe la faim. Et il faut se méfier du sucre caché, quand par exemple un ketchup, sauce barbecue, etc. Donc ça c'est vrai que... Alors le conseil 3 que je pourrais donner aux parents, c'est concernant toujours le goûter à l'école, il faut inclure des aliments riches en glucides comme du pain, des toasts. Vous avez vu, en ce moment, il y a des emporte-pièces pour faire des gâteaux. On peut faire des toasts pour les enfants en prenant du pain complet ou autre pain. Voilà, j'allais dire, par exemple, que ce soit complet. Voilà. On peut avoir aussi des biscuits. Mais par contre, là, ce que vous avez montré, il y a une tranche de charcuterie, donc pas de charcuterie. Pour les enfants. Même chez l'adulte, de toute façon. Mais chez l'enfant. C'est salé en plus. Pas de kécher. Parce que vous savez, les charcuteries qui se vendent partout au monde contiennent du nitrite. Et les nitrites, c'est au pluriel, c'est le premier facteur pour déclencher un cancer colorectal. Ça a un effet 100% cancérigène. Donc, ça fait peur. Pas de charcuterie. Voilà. Surtout pas chez l'enfant. Pas de cachère, pas de tout ça. Pas de pâté. Bon, fait maison parce qu'on met pas de nitrite. Donc, mais nitrite, en fait, c'est des sels nitrités. C'est pour garder la couleur rose, entre parenthèses, de la viande. Donc pas de charcuterie. C'est pas normal. Et aussi, tout ce qui est fumé, c'est un arôme fumé qu'on ajoute. C'est cancérigène. C'est cancérigène. Écoute, Mounia, toutes les charcuteries contiennent des nitrites. D'accord. Voilà, c'est la base. On peut préparer pour nos enfants des toasts, des gâteaux, des petits biscuits à la maison. Je pense qu'on a tous eu droit à une lumja comme ça quand on était jeunes. Moi, je me rappelle du pain avec la barre de chocolat. Exactement. C'est 3 carreaux de chocolat avec un bout de pain noir. Le vrai chocolat, justement, j'avais remarqué
sur le marché. Moi-même, j'ai fait l'expérience en achetant du chocolat, j'ai trouvé du VGKO. Alors, pas de VGKO, surtout pas. Ouais. La différence entre chocolat et VGKO, c'est que le VGKO, on extrait le beurre de cacao, on enlève et on le remplace avec de l'huile de palme, qui a beaucoup d'effets néfastes pour la santé. Primo, c'est un effet ça déclenche l'athérosclérose à long terme, et avec les effets cancérigènes et tout ça. Donc, il faut faire très attention. Donc, si vous voulez prendre du chocolat pour vos enfants, donc on privilégie le chocolat noir. Il doit y avoir la mention chocolat, pas VGKO. Pas VGKO. Mais de temps en temps, les industriels, ils cachent bien le VGKO dans le titre et tout ça. Il faut toujours lire derrière. Voilà, exactement. Il faut lire l'étiquette derrière. S'il n'y a pas beurre de cacao, c'est pas la peine d'acheter. S'il y a huile végétale, machin, non. C'est souvent hydrogéné. Très bien, Wahida. Un dernier conseil. Rapidement. Donc, on inclut un aliment riche en protéines de bonne qualité comme du fromage, des yaourts ou bien des œufs. Ça, c'est très important. Pourquoi on doit formuler une box bien consistante pour les enfants? C'est pour les réussir à maintenir la journée, mais surtout à rester concentrés durant l'école. Exactement. Tout à fait. Très bien. La box, lunchbox. La lunchbox, ou appelée aussi bento, qui nous vient du Japon aussi. Donc, nous avons Soumia en ligne. Soumia, bonjour. Bonjour, madame. Ça va? Vous allez bien? Merci beaucoup pour votre émission. Merci à vous de nous suivre. Je vous en prie. Merci. Oui. Donc, voilà, je voulais intervenir pour le goûter de mes enfants et le petit déjeuner, entre parenthèses. Très bien. Donc, voilà, moi j'ai acheté le lunchbox et j'achète le pain de mie que j'évite tout ce qui est sucré. D'ailleurs, même mes enfants, ils ne sont pas trop sucrés, ils sont beaucoup plus salés que sucrés. Donc, cette année, on a éliminé le goûter industriel. Donc, tout ce qui est jus, les aromatisés et tout. J'ai remplacé par les fruits. Ils prennent des fruits de saison, bananes, pommes. D'ailleurs, même au petit déjeuner, ils se réveillent avec un pot de yaourt. Le yaourt à boire, banane, ça dépend l'arôme. Avec une banane, ou là, ça dépend ce qu'il y a. La veille, je prépare, par exemple, ou le week-end, je prépare des mharek, je prépare des gâteaux. Alors là, mon petit adore la kessara avec du fromage. Voilà. Donc, et franchement, même à l'école, entre parenthèses, à l'école, les enseignantes n'arrêtent pas de parler du goûter sain. Éviter les chips. D'ailleurs, mes enfants, quand ils rentrent le soir, ils me disent « Maman, maîtresse nous a dit qu'il ne faut pas manger les chips, c'est déconseillé pour la santé, pardon. » Donc, il y a aussi les autres parents qui aident aussi. Il y a mon fils qui rentre le soir, il me dit « Maman, tu sais, ma copine a ramené des carottes, des concombres coupés. Tu fais la même chose demain. » Donc, franchement, le goûter a complètement changé par rapport à l'année passée où on achetait des gâteaux industriels et joyeux. Oui. Voilà, donc cette année aussi, je prépare le pain hamburger. Je fais des tartines de fromage avec du thon nature ou bien à l'huile. Je compresse un peu et je leur donne. J'évite la tomate, on ne sait jamais d'or ou là. Oui. Sinon, la pizza que je prépare la veille, que je garde pour le lendemain. Voilà, généralement, c'est ça. Pas mal d'astuces. Merci en tout cas pour toutes vos astuces. C'est un très bon exemple. Vous avez pu passer de l'industriel vers tout ce qui est fait maison. Oui. C'est super. Et même il y a la sensibilisation au niveau des écoles aussi. On sensibilise beaucoup par rapport à ça, par rapport à beaucoup de sujets. Je l'ai remarqué aussi avec mes filles et même par rapport au goûter, Dr Walikan. Donc il y a la sensibilisation. Il faut faire attention au petit déjeuner et au goûter. Le petit déjeuner, je pense que c'est le repas le plus important. Malheureusement, les enfants, à partir d'un certain âge, ils zappent le petit déjeuner. Voilà. On le voit chez les adolescents, par exemple. Mais on a un souci. Ils sont écœurés. Ils sont écœurés le matin quand ils se réveillent. J'ai toujours souffert de ça, personnellement. Aujourd'hui, c'est mon émission, c'est bon. On le voit. Moi-même, j'ai des ados et je les pousse à bien manger. Je remplace tout ce qui est lait, tout ça, par des fruits secs, par exemple, le matin. Et des fruits, voilà. Fruits secs, fruits, café. Maintenant, ils sont grands, donc ils prennent du café. Ils ne veulent pas prendre du lait, ils prennent du café tout court. Le café, à quel âge on le commence, justement?
Mesdames, moi, les miens, ils sont grands. L'adolescent, mais un enfant, pourquoi il va prendre du café? Oui, pas des enfants. Je parle de mes ados, en fait. Qui a 13 ans et qui prend 14 ans et qui prend du café. Oui, adolescente et qui prend du café. Moi, l'adolescence, d'accord. Non, mais l'enfant. Mais un enfant, non. Pas un café au lait, mais du café. Café tout court. Je trouve que le café est trop stimulant. Oui. Et le thé. On a le café, caféine et thé avec la thé. Je pense que c'est la même chose, café et thé. Oui, c'est trop stimulant et si les deux boissons, ou l'une a été prise à jeun, l'estomac vide, c'est très irritant pour l'estomac aussi. Ça fait des brûlures aussi? Oui. Des brûlures, des reflux, oui. D'ailleurs, on contre-indique quand on a un reflux gastro-œsophagien. Mais sinon, le café au lait, c'est bon ou pas? Pour la Alors les deux, le mélange des deux. On a été élevé au café au lait. Oui, exactement. Puis après, la chia, le goût. Même si on sait que c'est pas bien pour nous, mais on peut pas. On peut pas s'en passer. On dit que c'est le mélange des deux. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Alors le mélange des deux, café au lait, ça crée ce qu'on appelle le trouble dyspeptique. Donc on peut pas, c'est un mélange qu'on peut pas digérer. D'accord? Donc c'est la liaison entre la caféine, la molécule de la caféine et la protéine du lait qui est la caséine, qui est indigeste au niveau intestinal. Et surtout si le sujet il présente un déséquilibre de la flore intestinale. Donc en fait nous déjà, à l'âge adulte, on n'est pas conçu à consommer du lait. Pourquoi? Parce que on n'a pas de lactase, qui est l'enzyme qui est responsable de la digestion du sucre de lait. À partir de l'âge de 2 ans, c'est bon, on n'a plus de lactase. Donc, à partir de 2 ans, c'est la flore intestinale qui commence à digérer le lait en faisant la fermentation. Alors, en mélangeant caféine plus caséine et avec du lactose, c'est un mélange, c'est un cocktail qui n'est pas du tout bon pour la digestion. Exactement, pour la digestion et surtout pour la flore intestinale. C'est la raison pour laquelle la plupart des Algériens souffrent, pour lesquels j'ai un problème de côlon, j'ai des ballonnements, c'est souvent ça, le colon nerveux, etc. On a le colon irritable. Exactement. Colon irritable et ce genre de choses. Chacun essaye, au moins il essaye pendant un mois de carrément proscrire le mélange café au lait. Moi, je pourrais pas. Personnellement, sincèrement, c'est pas possible. C'est une tradition. Bon, on va passer à la rubrique. On va passer aux épices. Après, on reviendra sur le café au lait. C'est à Samira maintenant avec sa rubrique pêle-mêle jingle. Il n'y a rien. Alors, tout à l'heure, vous aviez parlé du sel et du poivre. Vous avez dit que c'était non, pas le poivre. C'était le sucre et le sel. Et donc, vous avez dit non pour le sel. Pour un nourrisson, oui. Non, nourrisson. Ça veut dire jusqu'à quel âge? Un an. Un an. Jusqu'à un an. À partir d'un an, on peut rajouter. Après 12 mois, on peut rajouter un petit peu de sel. D'accord. Vous savez que les Algériens, ils aiment les épices. Nous, clair. Les Algériens, on adore ça. C'est partout. Méditerranéen. Oui, très méditerranéen. Donc, en Algérie, il faut savoir qu'il y a à peu près, le chiffre exact, c'est entre 30 000 et 40 000 épices consommées en une année. C'est ce que nous disent les associations en fait, de consommation. Ils nous disent que 30 000 tonnes d'épices sont consommées. Oui, tonnes. C'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Oui, vu les quantités qu'on utilise, des petites pincées de... Exactement. C'est pas tout le monde qui y va à la petite pincée. J'en connais qui y vont à la louche. À la louche. Avec une moyenne, toujours par an, de 600 à 700 grammes par personne. C'est énorme. Ça fait presque 1 kilo. 1 kilo. C'est pas bon, ça. Et 2 fois plus pendant le mois de Ramadan. Ça, c'est des chiffres qui ont été donnés par des associations algériennes de consommation. Donc, le mois de Ramadan, c'est le mois de tous les excès. Sucré, salé, tout. Épices aussi, voilà. Et il faut le dire, et il faut le rappeler chaque année, parce qu'il y a aussi des histoires ça cause des problèmes de diabète aussi, et pas que, les indigestions le premier jour sur Ramadan à l'hôpital. Oui, voilà. Les Algériens sont aux 4 coins. Alors, les Algériens aux 4 coins du pays agrémentent plats et mets d'herbes aromatiques et d'épices, avec une préférence pour la slahanout, le poivre. Vous êtes d'accord, vous me dites non. Cumin, thym, paprika, laurier, curcuma, sésame et carvi. Il y en a d'autres. C'est ça, c'est ce qu'on utilise. C'est ça, généralement, oui. C'est la base. Vous avez oublié peut-être la cannelle, il y en a qui préfèrent aussi la cannelle. La cannelle. Le rechta, etc. Oui. C'est vrai qu'on a faim. Alors qu'ils nous viennent principalement, on les produit à Sétif, à Stef et à Marnia. Mais la majorité des épices qu'on consomme en Algérie, il y a à peu près entre 40 et 50 variétés qui sont commercialisées en Algérie. Nous viennent alors du Mali,
du Niger, c'est la route des épices, elle existe toujours, la transsaharienne et tout. Voilà, de l'Orient vers l'Afrique, d'Inde ou encore de Mauritanie. Alors, mais puisque les spécialistes sont avec nous sur le plateau, on aimerait bien savoir, et sincèrement, moi j'aimerais beaucoup savoir si la cannelle fait maigrir. La cannelle ne fait pas maigrir, c'est sucré. Non, c'est pas sucré, non. En fait, il y a une information que je voudrais bien vous donner. Il y a 2 types de cannelle. Ah, oui. D'accord, pour commencer. Il y a la vraie cannelle. La vraie cannelle et la cannelle de Cayenne. Ça s'écrit avec C-A-Y-E. C'est la vraie cannelle. Il y a la deuxième cannelle. Les bâtonnets ne sont pas pareils. Il y en a un qui est épais et l'autre qui est beaucoup plus fin. Voilà, beaucoup plus fin et il y a une différence de couleur et même de saveur. Exactement. Donc la cannelle, la vraie cannelle de Cayenne, elle a une couleur un petit peu plus claire. Et le goût, ou bien l'odeur, la saveur, elle est encore plus bonne que l'autre. Et il faut dire que la deuxième cannelle, qui n'est pas la vraie cannelle, il y a des études qui ont dit que ça a un effet un petit peu toxique pour le foie. Donc il faut faire attention. Exactement. Alors après, on va passer pour l'effet de la cannelle. Donc non, la cannelle ne fait pas maigrir. La cannelle n'est pas drainante. Comment on en parle aussi pour les diabétiques. Oui, aussi, c'est ce que j'allais dire. Et on dit que la cannelle, notre rédactrice en chef nous dit que la cannelle de Ceylan, la cannelle de qualité. Oui, c'est ça. De toute façon, la prononciation, il y a plusieurs appellations, mais il y a une seule cannelle de bonne qualité. Elle provient, si je ne dis pas de bêtises, de l'Asie. Oui. Et après, il y a l'autre qui n'est pas voilà. Après, la cannelle, le seul effet, c'est en fait, ça rééquilibre le bilan glycémique. Mais attention, ça doit être prescrit. Donc, ce n'est pas à travers n'importe quelle dose. Là, les secondes la cannelle, non. Non. Donc, et la cannelle, à corriger, la cannelle ne remplace pas le traitement du diabète. S'il vous plaît, j'insiste sur ça. Bien sûr. Donc, c'est juste que ça augmente la sensibilité à l'insuline. Donc, le corps va mieux réagir à l'insuline. Donc, même le stockage du sucre, etc., son métabolisme sera amélioré. Très bien. D'accord. Mais donc, vous parliez de la cannelle en poudre, là, qu'on achète en poudre ou en bâtonnet, mais l'essentiel, la vraie cannelle. Pas l'autre, parce que qui m'a raté elle a une couleur plus claire. Elle a une couleur plus claire et elles sont plus bonnes. Même les bâtonnets sont différents. On va remarquer qu'une cannelle, le bâtonnet, il est beaucoup plus épais. Les feuilles, comme ça, qui tournent plus épais. La couleur, elle est plus foncée. Et l'autre, les feuilles, c'est comme une petite feuille bien enroulée, bien fine. J'ai fait la différence. Mais de toute façon, vous pouvez la voir sur Google. Après, si vous avez une recette pour maigrir, on est preneuse, je pense. À part toi. Je suis d'accord. Si vous êtes nutritionniste, là qu'il y a des choses qui... Après, on va voir. Alors, non, mais plus sérieusement, à partir de quel âge il est possible de relever, avec douceur bien sûr, les saveurs de l'alimentation des enfants? Donc des tout petits. L'utilisation des épices, vous voulez dire. Alors, chez les enfants, on doit commencer avec les épices douces d'abord, pas avec les épices piquantes, jamais. Donc les épices douces, nous avons comme exemple la cannelle, vous avez le karouia, vous avez le cumin. Le cumin, oui, tout ça, tout ce qui est piquant, c'est à éviter. Donc tisane pour les enfants, est-ce que c'est bien ou pas? Pour les coliques, on dit que c'est bon. On va finir sur cette information justement. Souvent, les coliques, c'est à partir de la 3e semaine quand l'enfant est né. Et souvent, on nous dit une tisane de cumin et de besbès. Voilà, en fait, moi, ce que je conseille surtout, parce que tout à l'heure, j'ai dit que les tisanes avant l'âge de 6 mois, c'est strictement interdit. Donc, si l'enfant présente des coliques, c'est à la maman de prendre la tisane. Et les principes actifs vont passer dans le lait maternel. Ils vont faire le rôle chez l'enfant. Très bien. Merci, on termine sur cette information. C'est déjà fini. 1 heure, ça passe très vite. Alors, je rappelle, docteur Samira Hachi, vous êtes nutritionniste. Merci pour toutes ces informations. Docteur Sabrina Ouliken, vous êtes chirurgien infantile. Merci aussi pour votre participation. Eh bien, mes copines, Samira Hajamar et Wahida Salem Shref. C'est pas ma journée aujourd'hui. Pour une deuxième fois. Alors, chers téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah, je vous souhaite un bon week-end, reposez-vous, prenez soin de vous et au revoir.